Bonsoir et bienvenue à ce troisième ciné-débat Empreinte, ce soir sur le thème de l'autonomie alimentaire, santé et respect de la terre. Je vous informe d'ailleurs que cette émission est filmée en intégralité et sera diffusée sur Calédonia le samedi 8 août à 14h et ensuite disponible sur le site de la chaîne dans la rubrique Calédonia Conférences. Alors, ces ciné-débats sont rendus possibles grâce au partenariat avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le CRESICA, Blue Green Productions, Calédonia et notre partenaire, le WWF. L'autonomie alimentaire, mais encore plus la sécurité alimentaire qui intègre, en plus de l'alimentation, les notions de nutrition et de santé, est pour un archipel comme la Nouvelle-Calédonie une préoccupation majeure qui nous concerne tous. La preuve en est, vous êtes très très nombreux à être là ce soir. Cette préoccupation majeure a été vraiment attisée, augmentée par la crise sanitaire qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est pour cette raison qu'à la sortie du confinement, nous avons souhaité, l'équipe d'Empreinte, de réaliser donc une émission sur ce sujet, ce qui n'était pas du tout prévu dans notre saison 1. Mais le sujet s'est imposé à nous de fait et nous en sommes très heureux au vu du public que ça mobilise ce soir et des intervenants de qualité qui sont avec nous également. Donc je ne vais pas vous en dire plus. La soirée va se dérouler en deux parties. La première, c'est la projection de l'émission Empreinte qui dure 28 minutes. Et la deuxième partie, d'une durée d'1h30, sera consacrée donc à un débat avec les intervenants que je vous présenterai après bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. L'épidémie de coronavirus nous confronte de plein fouet à la problématique de l'autonomie alimentaire et nous oblige à nous tourner davantage vers nos producteurs locaux. La période de confinement aura ainsi fait exploser les circuits courts consommateurs-producteurs. Comment continuer à valoriser ces circuits ? Réponse au marché Broussard de Ducos où Elisabeth a rendez-vous avec Yannick Couet, le directeur de la Chambre d'agriculture. Bonjour, merci. Bonjour Yannick. Bonjour Alors nous sommes au marché Broussard de Ducos, un marché essentiellement de producteurs qui est géré par la Chambre d'agriculture, c'est ça ? Tout à fait, donc le marché Broussard a lieu tous les samedis matins dans l'enceinte du marché de Gros, mais il s'appelle le marché Broussard de Ducos, géré par la Chambre d'agriculture effectivement. On va le visiter ? Allons-y. Alors, face à la crise du Covid-19, la Chambre d'agriculture a mis, au début de la période de confinement, a mis en place une plateforme Internet d'échange entre les producteurs, les professionnels et les particuliers, c'est ça ? Quel était l'objectif de cette plateforme au départ ? Donc, effectivement, la crise sanitaire a mis en évidence des problèmes d'écoulement. Les agriculteurs nous ont interpellés, ils avaient des difficultés à écouler puisque les circuits commerciaux ont été complètement bouleversés, puisqu'avec la fermeture des restaurants, des cantines, donc des bouchers traditionnels ont disparu et donc il y avait des problèmes d'écoulement. Donc on s'est posé la question de savoir comment on pouvait intervenir dans ce cadre-là et c'est là qu'est émergé l'idée de créer en quelques jours, on a créé une plateforme internet, numérique du moins, de mise en relation du producteur avec les acheteurs. C'est une forme de site de petites annonces pour mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Et finalement, au bout de 15 jours, cette plateforme, on s'aperçoit qu'elle rend parfaitement service aux agriculteurs et aux acheteurs. Alors
justement, Yannick, comment faire aujourd'hui pour continuer à valoriser les circuits courts, c'est-à-dire la relation directe entre le consommateur et le producteur? Effectivement, les circuits courts sont très très demandés par le consommateur. Déjà, c'est rassurant d'avoir un contact direct avec le producteur. Donc, dans les circuits courts, on a par exemple les marchés de proximité, le marché Broussard du samedi matin, bien sûr, essentiellement de producteurs, qu'on essaie de développer sur toute la Calédonie. On essaie d'accompagner les mairies et les partenaires pour développer ce réseau de marchés. Après, vous avez les plateformes de mise en relation, il y a les AMAP aussi qui produisent un réseau de consommateurs en lien avec les producteurs, il y a les paniers, il y a plein de formes de circuits courts. Et le but, c'est d'ouvrir le champ de ces circuits, voilà. Puisque c'est une demande forte des consommateurs d'aller d'acheter directement au producteur et de pouvoir choisir et d'avoir une relation privilégiée avec les producteurs. Alors depuis le début des années 80, on a mis en place un système économique qui a eu tendance à paupériser le monde agricole au profit de l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'il est justement pas temps d'inverser le système, de replacer l'agriculteur au centre de la société et de faire en sorte que ça puisse être un professionnel qui vive bien de son métier, parce que c'est vraiment difficile d'être agriculteur aujourd'hui et de bien en vivre. Vous avez raison, donc l'essentiel, effectivement, c'est que les agriculteurs soient fiers du travail qu'ils font, parce que c'est une attente, et qu'ils produisent des produits de qualité attendus par la société civile, dont les attentes ont vraiment évolué. Les attentes sont beaucoup plus exigeantes, les consommateurs. Et évidemment, un agriculteur, c'est déjà un métier difficile, ce sont des passionnés, nous l'avons dit, il faut qu'ils vivent dignement de leur métier. Et c'est vrai que l'industrie, elle a sa place, il y a de la place pour tout le monde, sauf que effectivement, les proportions ne sont pas forcément bien respectées, on a eu tendance à dériver, et là on sent vraiment depuis pas mal d'années maintenant, ça commence à émerger, le besoin de revenir à des choses plus proches, le local, les circuits courts, la relation privilégiée entre le producteur et le consommateur, que les gens sachent vraiment ce qu'ils consomment et qui les produit. Alors on voit bien qu'avec cette crise sanitaire du Covid-19, le sujet de la sécurité alimentaire est crucial. Donc ma question est, est-ce que les agriculteurs calédoniens seraient capables à l'avenir de nourrir toute la population du pays? Dans l'absolu, ce serait l'idéal. Le but, c'est de tendre vers cette production locale, satisfaire la demande, sauf qu'on ne peut pas produire toute la saison, pendant toutes les saisons, les produits que les consommateurs attendent. Donc il faut que le consommateur aussi s'habitue à consommer local, mais des produits de saison. En plus, c'est en cohérence avec le respect, produire de façon responsable. Voilà, donc le concombre au mois de janvier, on le trouve, mais pas la tomate, par exemple. C'est plus difficile, la tomate. Voilà. Est-ce que c'est utopique d'imaginer à l'avenir que l'agriculture biologique puisse nourrir tout le pays? Utopique, effectivement, l'agriculture biologique, c'est l'aboutissement d'une forme d'agriculture qui utilise zéro intrant chimique, effectivement. Après, il y a la place pour toutes les agricultures. Aujourd'hui, c'est pas possible, parce qu'effectivement, l'agriculture biologique, c'est assez confidentiel, même si ça se développe, et on s'en félicite. On est vraiment dans une transition agroécologique, donc l'agriculture conventionnelle évolue aussi sur les pratiques qui s'inspirent de l'agriculture biologique. Donc aujourd'hui, non. Utopique, je pense franchement que demain, j'espère qu'on aura beaucoup plus de production locale pour nourrir la population calédonienne et vraiment produire des produits de qualité, de saison frais, et que la part de produits issus d'agriculture responsable sera beaucoup plus importante. Ça, c'est une évidence, parce qu'il y a une évolution des pratiques, on est vraiment dans une transition et on est en marche vers cette transition. Donc c'est pas nouveau, mais ça s'accélère. À nous de les accompagner, d'accompagner les agriculteurs, trouver des solutions techniques pour que ce soit rentable. Parce qu'un agriculteur, il peut produire, mais il faut qu'il vive dignement de son métier, on l'a dit tout à l'heure. Et lui, il a à cœur aussi de faire des produits de qualité dans le respect de l'environnement et de la santé des gens. Donc je pense que nous sommes en train sur cette voie-là. Donc le message pour les consommateurs, c'est consommer des produits locaux, et pour les agriculteurs, c'est aller de plus en plus vers une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est tout à fait ça, Elisabeth. C'est trouver la bonne organisation entre les attentes du consommateur légitimes et les producteurs, leur donner aussi les conditions pour produire et avoir les moyens de produire selon les attentes du consommateur et dans le respect de l'environnement et de la santé. Et ça, c'est ce qu'ils attendent. Comment sécuriser les circuits courts et leur permettre de se développer de façon durable? Elisabeth part à la Tamoa à la rencontre de Vanessa Eke, membre de l'association Vert Panier, et Marion Pelserf, agricultrice biologique.
Bonjour Vanessa. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors je viens te voir aujourd'hui pour qu'on parle du principe de l'AMAP, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne ou de proximité, dont tu fais partie ici en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. C'est l'AMAP Vert-Panier, c'est ça? Vert-Panier, voilà, qui a été créée en 2009 et qui était la première AMAP à se monter sur le territoire. D'accord. Et alors, il y a plusieurs agricultrices qui sont dans cette AMAP, c'est ça? Oui, et une productrice de légumes, une productrice d'œufs. D'accord. Et le principe, c'est de mettre en place un partenariat consommateur-agriculteur pour faire tourner cette AMAP. Tout à fait. C'est ça. C'est un circuit court en fait dans lequel l'argent des consommateurs va être reversé directement aux producteurs pour bénéficier donc des paniers ou des boîtes d'œufs en l'occurrence dans l'association Vert-Panier. Et alors toi personnellement, pourquoi tu as choisi d'adhérer à une AMAP plutôt que d'aller faire ton marché tous les samedis ou dimanches matins baie de la Moselle comme la plupart des Nouméens? Écoute, j'ai envie de te dire, il y a vraiment 3 raisons. La première, c'est que j'ai envie de bien manger et de bien faire manger mes enfants, donc avec des produits bio de préférence. Et la deuxième, c'est que c'est un engagement solidaire. Donc je suis solidaire avec les agricultrices qui produisent les produits que je consomme en m'engageant sur l'année à consommer les produits. Et puis la troisième, c'est aussi qu'on n'a pas de déchets, c'est-à-dire qu'on a des paniers qui sont recyclables, on n'a pas d'emballage et quand je vais chercher mon panier, j'ai mes légumes dans un panier recyclé. Qu'est-ce qu'une AMAP? C'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne qui propose un partenariat de proximité entre des agriculteurs et des consommateurs qui veulent privilégier un circuit court, une autre agriculture et une alimentation saine. En adhérant à l'AMAP, les consommateurs s'engagent à financer à l'avance la récolte de l'agriculteur. En retour, celui-ci livre chaque semaine des paniers de produits de saison issus d'une agriculture sans produits chimiques. Mais le partenariat va bien au-delà d'un simple panier. C'est un engagement qui a pour objectif de préserver l'existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique d'agriculture durable. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Bienvenue dans mon jardin. Ouais, un grand et beau jardin. Quelle Ouais. superficie il fait? Là, on a 2,5 hectares, 3 hectares si on compte le verger. Voilà. D'accord, donc potager et verger. Oui, verger en devenir D'accord. pour l'instant. Et tout ça en produits bio. Tout ça en bio. Voilà, D'accord. labellisé depuis 2012. Alors pourquoi avoir choisi de faire de l'agriculture biologique? Ah, parce que, alors déjà, mon père m'a initié, on va dire, à ça, par ses convictions. Et puis moi, j'ai bien sûr continué dans le même chemin, parce que de toute façon, pour moi, c'est une logique, on peut pas faire autrement maintenant. C'est forcément, quand on veut bien se nourrir et bien nourrir les gens, c'est forcément, et puis plus bousiller la planète, c'est forcément de faire du bio. D'accord. Et donc tu fais partie de l'AMAP depuis son origine, Oui. c'est ça? Et tu ne travailles que comme ça? C'est tout ce que tu produis, Quasiment, voilà, l'essentiel de C'est ma pour les adhérents. production, c'est pour la MAP, tout à fait. Donc la MAP, on a commencé avec la MAP en 2010, c'est ça? Ouais, 2009. Voilà, donc 2009, ils m'ont même fait confiance avant qu'on soit labellisé, mais parce qu'on était déjà dans la démarche. Mais en fait, c'est des consommateurs qui sont directement venus nous chercher, enfin, nous expliquer le principe de la MAP, parce que bon, on connaissait mais vaguement, et puis c'est vrai que ça n'avait pas du tout touché la Nouvelle-Calédonie encore. Mais voilà, bon, c'est des gens qui faisaient partie d'une AMAP déjà en métropole, et ils ont eu envie de renouveler ça ici. Et nous, on commençait juste à avoir un système, à avoir un circuit de distribution, mais il n'y avait rien de fixe, c'était aléatoire, enfin voilà, c'était pas très pratique. Du coup, on a adhéré au principe à fond. Et depuis, je le défends avec les griffes s'il faut, parce que je trouve que c'est un super... c'est vraiment le meilleur moyen de distribution en vente directe, je trouve. Oui, donc en fait, quand tu écoules tes produits via des centrales d'achat ou des grossistes, on te demande plus des produits particuliers, donc tu travailles plus sur la monoculture, ce qui est complètement contraire à l'agriculture biologique. Le principe,
c'est le mélange des plantes, mais aussi l'utilisation des plantes répulsives ou qui vont attirer dans un lieu donné certains insectes pour qu'ils évitent d'attaquer les cultures. Tout à fait. Voilà, on n'hésite pas, par exemple, à planter une planche de chouchine qu'on va sacrifier pour attirer tous les insectes pour les préserver de la salade pour préserver la salade qui est à côté, par exemple. Et puis alors, il y a pas mal d'herbes folles autour des cultures. C'est voulu? Alors c'est oui, voulu quelque part, oui, parce que ça attire la biodiversité, hein, donc c'est important d'avoir des petites choses qui nous sont pas intéressantes pour nous, mais pour d'autres oui. Et puis c'est-à-dire beaucoup d'insectes, voilà, de papillons. Ça fait vivre le sol et ça le laisse, on dit couvert. Hein. D'accord. C'est important qu'il n'y ait pas de sol nu, surtout en agriculture biologique, pour pas justement détruire toute la vie qui est dans le sol. Donc c'est très important quand on cultive pas le sol, quand on le laisse là, on laisse beaucoup de parcelles en jachère. Donc quand on les laisse en jachère, on laisse la vie s'accumuler dessus, et puis quand on veut le cultiver, après on a un beau sol. Bon les filles, c'est pas tout ça, mais il va falloir aller bosser. Ah oui? Non, on va aller préparer les paniers pour la map. D'accord. Donc, voilà. Eh ben avec plaisir, oui, parce que Ce soir, ouais, on c'est a ça. une petite livraison ce soir, donc il va falloir préparer tout ça. Eh ben allez au boulot. Donc on va commencer par tout ce qui est bien lourd, donc les patates douces, chouchoutes, concombres, et puis après on mettra les bottes, et ensuite on mettra les haricots verts. Au final, tu nourris avec ton exploitation combien de familles? Tu as 3 hectares de production et tu nourris combien de familles au total? Là on en est en ce moment on en est à 50 paniers par semaine. D'accord. Donc à savoir qu'un panier, là en ce moment il fait presque 7 kilos quasiment. Marion, est-ce que tu connais l'origine des AMAP? Si je dis pas de bêtises, je crois que ça vient du Japon. Effectivement, c'est ça. À l'origine, c'est un groupement de mamans japonaises et qui ont créé donc le premier mouvement des AMAP. Je ne saurais pas te le dire en japonais. Et c'est arrivé en France en 2001. Donc tu vois, la Calédonie finalement n'est pas si en retard que ça, puisque c'est arrivé en 2009 ici. C'est ça. Voilà. Voilà, donc un groupement de mamans japonaises. Bonne semaine et bon appétit. L'agriculture biologique fait partie des modes de culture traditionnels. Mais pour satisfaire la demande et rassurer les consommateurs, Alice Athé, agricultrice à Kwawa, a elle aussi choisi d'obtenir le label BioPacifica pour son verger. En fait, on va aller visiter. On va visiter un peu. Je t'emmène pour visiter un peu les fruits, tout ce que j'ai planté en BioPacifique. C'est tout en bio. D'accord, eh ben, écoute, allez, on y va. Et pourquoi, à un moment donné, vous avez eu envie d'avoir ce label BioPacifica? Ben, on voulait ça là, parce que maintenant, maintenant il y a les maladies qui arrivent. Je crois que les gens, c'est mieux, ils préfèrent encore les produits bio. C'est pour rassurer les gens. C'est pour rassurer les gens, d'accord. Et puis peut-être pour mieux écouler les produits aussi, hein, c'est ça. Donc là, il y a un mandarinier, un oranger et plein de bananiers. C'est pareil, c'est toujours le principe du mélange de culture. Mais parce que nous, on a planté les bananiers, c'est pour pouvoir protéger comme ils sont petits encore, les fruits, là, les pieds de mandarinier, orange. C'est pour ça qu'on a pensé que de planter des bananiers, c'est pour protéger. Quand il y a trop de soleil, ça va protéger les arbres fruitiers. D'accord. Alors, vous faites ça pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'ils aient atteint quelle taille? Oui, un peu plus grand déjà, long comme ça. Là, puis, mais sinon, on a toujours planté comme ça. On a toujours planté les bananiers. Mais je crois que c'est bon de planter ensemble parce que c'est des fruits. Les bananiers, c'est un fruit. Et après, vous coupez les bananiers pour laisser les orangers, les mandariniers s'épanouir. Oui. Mais moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours planté des chouchoutes. J'ai toujours ramassé les cœurs pour vendre. Et puis, je vends aussi des fruits. Tu es une agricultrice dans l'âme. Oui, mais on dit comme ça. Les écoles, c'est que les fruits. Que les fruits, voilà. Et vous arrivez à fournir pendant toute l'année scolaire les cantines scolaires de la région de Kwawa et Kanala? Non, Kwawa. Juste Kwawa. Kwawa. Et ça représente combien d'écoles? À Kwawa, il y a deux, oui.
Deux. Deux Deux écoles. écoles, mais ben, c'est le GOD, il y a jusqu'à le 3e. Et puis il y a là, la primaire à Facha, il y a jusqu'au CM2. Donc ça fait 4 établissements scolaires. Oui. Orange, banane, citron, avocat et corosol. D'accord. Corosol. C'est Puis bon voilà, ça. la barbadine et puis pommiane. En fait, vous vendez uniquement les oranges, les mandarines, les bananes Oui, et puis les pommianes. et les ananas. Oui. Et les pomélianes. C'est 5 ça. produits que vous vendez. Et bien, on a tout ce qu'il faut pour faire une bonne salade de fruits. Oui. Alors, si tu avais un message à faire passer aux agriculteurs qui aimeraient se diriger vers le bio, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? C'est difficile, c'est compliqué d'avoir le label ou au contraire, il faut y aller? Mais c'est au contraire, il faut y aller. C'est ça que je dis qu'il faut y aller parce que tout le monde maintenant, il cherche le bio maintenant. Tout dans les magasins, dans les commerces et puis dans les marchés, tout ça. C'est ça, là, c'est le bio. Il y a une vraie demande. Hein. Il y a une vraie demande parce que je crois qu'ils ont toujours dit qu'avec tout ce que nous on utilise pour les jardins, tout ça, c'est pas, il y a toujours des maladies. Il y a la maladie, ça fait qu'eux ils demandent beaucoup le bio. C'est pour ça que je souhaite qu'il faut que tout le monde, il faut que les gens ils rentrent dedans. C'est important de rentrer dans le bio. Parce que nous deux, on a fait toujours ça depuis des années, et puis on a fait comme ça, juste comme ça, mais après quand Bio il nous a proposé ça, et puis on est rentré pour accepter, parce qu'on a toujours fait le bio depuis des années, on a toujours vécu dans ce bio. La Nouvelle-Calédonie est-elle proche de l'autosuffisance alimentaire? Direction la Maison de la Biodiversité, où Hubert Géraud, du WWF, nous explique pourquoi il est important de consommer des produits locaux issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Bonjour Elisabeth, très bien et toi? Ah, super. Écoute, je viens te voir aujourd'hui pour parler d'agriculture et de nourriture. Et j'aimerais que tu m'expliques pourquoi il est important de consommer des produits locaux. Alors, il faut consommer des produits locaux et sains. Parce qu'un produit sain, mais qui vient de l'autre bout de la planète, il est chargé en carbone, ça n'a pas de sens. Mais un produit local qui a été produit avec des pesticides pour les végétaux ou avec des antibiotiques pour les animaux n'a pas de sens non plus. Donc le « et » est important, produit sain et de proximité. Donc est-ce que la production locale est satisfaisante? Tu vas voir Elisabeth que c'est pas si mal que ça. Alors là Elisabeth, si on considère notre couverture en termes de besoins de légumes, on est à 80% d'autosuffisance alimentaire. Donc au niveau commercial, on fournit 80% des légumes aux Calédoniens, localement. Et si on rajoute la part d'autoconsommation, donc à savoir les produits des champs vivriers, pour les légumes, on monte à 83%. C'est élevé. C'est élevé, ça veut dire qu'on n'importe que 17% des légumes en produits frais, c'est-à-dire non transformés bien sûr. Donc on est très bon dans le légume. Ah oui, on est pas mal du tout. Par contre, si on regarde les fruits, on est un peu moins bon parce qu'on couvre seulement en production commerciale en fruits frais, seulement 47%, à peu près un fruit sur deux au niveau commercial est produit localement. On s'améliore bien si on considère l'autoconsommation, donc les fruits produits dans les jardins, dans les vergers des gens, avec les litchis, les mangues, etc., où là, on monte à 73%. C'est pas mal non plus. C'est pas mal, il reste quand même un quart des besoins qui sont couverts en fruits frais par de l'importation. Et puis, si on regarde toutes les consommations agricoles, notre autosuffisance alimentaire descend à 31%. Qu'est-ce que ça prend en compte là, alors ça prend en des fruits et compte, des légumes. alors pas la pêche, on est vraiment sur les produits agricoles terrestres, mais fruits, légumes, produits laitiers, œufs, viande, voilà. Et donc là, du fait entre autres de la viande et du lait, les chiffres descendent beaucoup, on est seulement en gros à un tiers d'autosuffisance alimentaire. Et les choses se dégradent encore plus si tu regardes toute la consommation alimentaire des Calédoniens, puisqu'on descend à 15%. Et ça s'explique comment entre les deux? Eh bien, c'est que la majorité de ce que l'on mange sont des produits transformés. Et donc,
Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on transforme peu les produits frais en produits transformés. Je te prends un exemple. Tu vends un fruit, mais généralement, tu achètes un jus de fruits qui vient d'ailleurs. Très peu de jus de fruits locaux. Donc si en Calédonie, et c'est le même cas pour, par contre, voilà, avec des légumes, on peut faire des achats de légumes. Des confitures. Des confitures, on rajoute de la valeur ajoutée et qui bénéficie à la population locale. Ce sont des gens ici qui transforment et donc qui ont un gain économique sur la transformation. Donc il y a aussi les fromages et également les produits surgelés. Oui, s'ils sont locaux, tout à fait. Ouais. Alors Hubert, quelle est la part de l'agriculture biologique sur tous ces produits frais que l'on trouve donc dans le commerce? Il y a 10 ans, le label Biopacifica apparaît et grâce à l'association locale Bio-Calédonia, on a aujourd'hui 100 producteurs labellisés et 70 supplémentaires qui sont en cours de labellisation, donc sur la Grande Terre et sur les îles. Donc c'est très bien, sauf que si tu regardes, pour répondre à ta question, ce que ça représente en termes de pourcentage de production pour répondre aux besoins alimentaires des Calédoniens, il y a seulement 3% des productions agricoles calédoniennes qui sont agriculture biologique, 3%. Donc quand on parle de transition écologique, quand on a la bonne réponse, en tout cas des agricultures naturelles qui respectent notre santé et la nature, eh bien il ne faut pas que ça reste à 3%. Et ça, c'est vraiment un rôle que nous, consommateurs, pouvons jouer au quotidien en créant une demande de plus en plus importante des produits d'agriculture biologique et en évitant ceux qui ne sont pas sains. Et la crise du Covid-19 est justement venue je dirais, enfoncer le clou sur ce sujet-là. Mais oui, parce qu'on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte qu'à un moment, tout pouvait s'arrêter. Cette mondialisation qui est soi-disant un progrès, eh bien, quand tu as tous les avions et les bateaux qui s'arrêtent, qui est-ce qui te nourrit? C'est ton territoire. Et donc cette question d'autosuffisance alimentaire des territoires, des circuits courts, c'était quelque chose de souhaitable. Aujourd'hui, c'est quelque chose de vital pour nos territoires. Et c'est ça qui assurera notre autosuffisance alimentaire et la résilience de la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, concernant les produits locaux, j'ai fait venir quelqu'un qui sait les transformer avec talent et que tout le monde connaît en Calédonie dans le domaine culinaire. Il s'agit de Gaby Levionnois, qui nous apporte d'ailleurs un bon plat réalisé avec des produits locaux. Salut les amis, livraison à domicile. Oh là là. C'est formidable, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Alors là en fait je vous ai fait des bouddha bowls avec que des produits locaux. Donc c'est à manger un petit peu au bureau, ou vous emportez ça au travail ou partout où vous allez. Alors ce sont des bouddha bowls avec des bols consignés en fait. Hein. C'est du verre, hein. D'accord, et on te ramène après à ton restaurant. C'est ça. Qu'est-ce qu'on y trouve et quels bénéfices on a à manger ces produits locaux? Alors là, il y a à peu près 5 mélanges. Et donc il y a les légumineuses avec les ambrevades. Tu vois, elles sont mélangées avec un petit peu de pourpier de mer. Ensuite, on a donc les féculents qui sont de la patate douce et du taro de montagne. J'ai rajouté un peu de Christophina. Vous avez une salade de roquette avec papaye râpée. Et là, on a un mélange de céréales avec des ratatouilles légumes du pays. Et là, une petite salade, tu vois, je t'ai mis un peu de moringa. Donc c'est riche en vitamines, tout ça. Alors, avec des champignons du pays, un peu de basilic thaï et des oranges de saison. Voilà. Donc tout ça, c'est de saison. Il y a un peu d'huile d'olive, donc c'est à peu près le seul élément importé, quoi. Voilà. Alors Gaby, on peut manger aussi bien et avec des produits locaux et de saison toute l'année en Nouvelle-Calédonie? C'est possible, ça demande un peu plus d'effort. Les produits locaux, ils ne viennent pas à nous comme ça. Il faut aller les chercher aussi. En tout cas, c'est tout à fait possible et il faut un peu d'imagination, de créativité. Il faut aussi pouvoir avoir les bonnes recettes, les bonnes astuces. Et l'idée, voilà, c'est de transmettre ces recettes, ces astuces, cette façon de cuisiner qui nous permet d'utiliser des produits locaux. Merci beaucoup Gaby. Et alors tu nous as amené également d'autres petites choses. Qu'est-ce que c'est? Là, toujours dans en fait, les possibilités de conserver les produits locaux. Comme c'est saisonnier, il faut pouvoir aussi les conserver. Oui. Là, l'exemple du pourpier de mer. C'est riche en oméga 3 d'ailleurs. Et si vous en cueillez une grande quantité, vous pouvez les transformer en pickles. C'est des cornichons de la mer. Et là, on a fait exactement la même chose, mais avec du patch. Donc les patchs, c'est la fougère.
les nids d'oiseaux là. Ok. Voilà. Et du coup, je vous offre. C'est un peu symbolique, mais. C'est Merci. très gentil, merci beaucoup Gabi. Et ben écoute, on va se régaler. Voilà, faites-vous plaisir. C'est vraiment l'objectif hein, de se faire du bien aussi, de se faire du bien et les sensations qu'on éprouve quand on mange. Et c'est ces sensations qui vont aussi nous permettre de vouloir revenir aux produits locaux. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le plaisir, il est dans l'assiette. Il est dans l'assiette, dans ce qu'on mange et le fait de le partager ensemble. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dans un premier temps remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission, dont une partie ici ce soir, mais également les agriculteurs et agricultrices qui n'ont pas pu se déplacer pour cette soirée. Mais je voudrais aussi adresser un message particulier aux agriculteurs du pays, à commencer par ceux de Marais. Donc on devait aller voir pour un tournage à la sortie du confinement. Malheureusement, on n'a pas pu prendre l'avion puisque ceux qui avaient des billets qui dataient d'avant le confinement étaient prioritaires. Et donc on n'a pas pu aller à Marais. Et on avait des contraintes de livraison de l'émission. Donc vraiment, je leur adresse un message d'excuse, mais bon, ce n'est que partie remise. Et puis je voudrais aussi remercier tous les autres agriculteurs du pays, déjà pour le simple fait de nous nourrir. Voilà. Donc leur dire qu'ils sont dans nos paniers, dans nos assiettes, et je suis sûre dans les vôtres aussi, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que le sujet vous touche beaucoup, et aussi bien sûr dans nos cœurs. Voilà. Donc avant d'ouvrir cet espace de discussion, on tenait ce soir à faire un geste très particulier en faveur de cette terre qui nous nourrit et de ces professionnels qui nous nourrissent. Et pour ça, je vais demander à deux personnes. Le premier représente les agriculteurs, le deuxième représente les cuisiniers et les restaurateurs, donc de venir me rejoindre. Franck Souris-Lavergne, le président de l'association Bio-Calédonia, et Gabi Levionnois, qui ce soir représente le cluster Pacific Food Lab. Et donc je vais leur donner la parole et les laisser faire ce geste solennel. C'est moi qui commence. En fait, je disais bienvenue ce soir à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien mangé aujourd'hui. Vous allez tenir le choc jusqu'à la fin. En tout cas, je disais, je serais beaucoup plus confortable en tant que métis océanien de commencer cette conférence par un geste. Il y en a qui parlent d'une prière, il y en a qui parlent peut-être d'un rituel. Et du coup, voilà, merci de nous offrir la possibilité de faire ce geste. En tout cas, en fait, un geste au sens du pays, mais peut-être au sens de l'Océanie, c'est juste de pouvoir considérer l'alimentation qui nous nourrit tous les jours, nous, nos familles, nos proches, notre communauté. Et on pense bien sûr aussi à ceux qui n'ont pas assez à manger. Et c'est peut-être un petit préambule par respect pour l'alimentation, et notamment par respect à ceux qui nous permettent de manger, comme les agriculteurs que tu représentes si bien. Donc voilà, je voulais juste peut-être un peu représenter la communauté aussi des cuisiniers, pour dire, pour les remercier aussi, et toutes les mamans qui font à manger, pour dire que si on peut être debout aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a nourris depuis tout petit, et remercier un peu aussi nos ancêtres et toutes les personnes en fait de cette terre et cette mer nourricière qui nous permettent d'être vivants aujourd'hui. Une des questions que je me pose aussi par rapport à ce petit préambule, c'est quelle est l'importance qu'on accorde à notre alimentation aujourd'hui, et est-ce qu'on ne l'a pas mis un petit peu en périphérie? Donc se poser la question de l'autonomie, c'est vraiment, je pense, une question que j'ai personnellement à cœur, mais qui nous tient tous à cœur aussi, quoi. Voilà pour le geste. J'espère que j'ai oublié personne. Et en tout cas, c'est vous ce soir qui êtes important d'être venu un petit peu écouter
ce reportage, ce documentaire et peut-être cet axe de vie, quoi. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Merci Gabi, tu as dit beaucoup de choses. Effectivement, c'est un petit pas grand-chose. C'est quelques produits dans un panier, mais comme ça a été dit, c'est représentatif de l'importance de l'alimentation. Et ce petit pas grand-chose, il a une grosse signification. Merci à tous d'être là. Il y a eu des beaux mots qui ont été dits déjà sur notre métier d'agriculteur. Moi, être placé aujourd'hui en tant que représentation de notre profession, c'est juste un grand honneur. Et le nombre de personnes qu'il y a ce soir dans cette salle montre aussi l'importance de notre métier et de la qualité de ce qu'on peut faire à travers nos gestes dans le travail. Merci. On devra tous défiler devant les agriculteurs. Mais ne partez pas. Franck et Gabi, donc je vous invite à rejoindre la chaire. Et donc je vais vous présenter la suite des intervenants. Donc dans le pôle agricole et nourricier va vous rejoindre donc Yannick Couette, donc le directeur de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie. Puis nous avons un pôle enseignement et recherche. Donc, avec Jean-Marie Fausting, qui est enseignant à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et porteur du projet FALA sur la sécurité alimentaire dans le Pacifique. Nous avons également Laurent L'Huillier, qui est directeur de l'Institut agronomique néo-calédonien, l'IAC. Ensuite, nous avons le pôle associatif avec Vanessa Eke, que vous avez vu dans le reportage et qui représente donc la MAP Vert-Panier. Et puis enfin, notre partenaire, fidèle partenaire, Hubert Géraud du WWF. Alors, ce soir, on va tenter de répondre à la question suivante, qui en appelle plusieurs autres, bien sûr. Cette crise doit-elle être vue comme une opportunité pour notre territoire, à la fois pour notre développement agricole, économique d'une manière générale, pour notre santé, pour notre environnement, bien sûr, grâce au développement d'une agriculture saine, pour notre culture culinaire également, et ça Gabi en parlera très bien parce que c'est important, et aussi bien sûr pour notre plaisir, parce qu'on aime manger, et on aime manger des bons produits de notre terre. Donc peut-être pour commencer, et après bien sûr on vous donnera la parole, il y aura un échange, mais je vais lancer le débat. On a parlé dans la première séquence avec la Chambre d'agriculture de la place de l'agriculteur, de la difficulté de son travail, mais aussi de la rémunération qui n'est bien souvent pas digne du travail qu'il fait. Et là, je vais laisser la parole à Hubert, qui a quelques chiffres à nous donner sur ce sujet. Alors, pas en local, mais voilà. C'est parti. Bonsoir à tous. Il faut l'allumer. Oui, ça marche mieux comme ça. Merci. Non, c'est en effet un sujet central. Si on veut développer l'agriculture, il faut donner envie aux gens d'en faire, de se lancer, aux jeunes de se lancer agriculteurs. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, je suis tombé sur les chiffres en métropole. Et en 2019, les agriculteurs ont perdu presque 9% de leurs revenus annuels. Alors les raisons, sécheresse, cours mondiaux des produits, mais 9%. Et on sait dans quel état est l'agriculture française aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas un sachant dans le domaine, mais je me tourne justement vers les experts dans la salle et ici autour de moi, sur, en Calédonie, on en est où? Comment est-ce qu'on rémunère les agriculteurs? Est-ce qu'on vit bien? Est-ce que le salaire est plutôt ascendant, stable, ou est-ce qu'on est en train de dégoûter les gens, d'essayer de gagner leur vie en vendant les produits qui nous nourrissent? Voilà. Alors, c'est peut-être une question à laquelle Yannick Couette pourrait répondre. Oui, merci.
C'est une question difficile, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, malheureusement, on dispose de peu de chiffres disponibles. Parce que ces chiffres-là, ils sont issus de comptabilité agricole. Et malheureusement, on est assez peu avancé. Il y a assez peu, finalement, d'agriculteurs suivis en comptabilité. Ceci étant, il y a une très grande disparité des revenus en agriculture, selon les tailles, selon les productions. Je pense que les agriculteurs déjà, font le métier d'agriculteur par passion, déjà. C'est indéniable, parce que rares sont ceux qui font de l'agriculture par spéculation pour faire fortune. Ça se saurait, il y en aurait beaucoup plus probablement. Donc vraiment déjà, ce sont des passionnés, des gens qui vivent la terre. Donc la question de la rémunération n'est pas leur priorité sûrement au départ. C'est une composante très importante, parce que si les gens ne vivent pas dignement, quand on parlait de leur métier, comment installer des jeunes et leur donner envie de faire ce métier-là. Donc après, c'est très variable, selon les spéculations, les types de production. Il y a des agriculteurs qui vivent très correctement, ça c'est sûr, c'est évident. La majorité, c'est un métier difficile. C'est vrai que le rapport investissement en temps, aussi en capital, le rapport n'est pas très bon, ça c'est sûr. Et donc s'ils le font, c'est vraiment par passion. Donc. Mais la perte de revenus, difficile à dire en Calédonie. La Calédonie est un peu particulière, elle est un peu préservée quand même par rapport à des systèmes. On a des systèmes de régulation des importations qui font que quelque part les agriculteurs ne subissent pas, par exemple comme en Europe, en France, la concurrence des produits espagnols et des produits du... Donc il y a cette chance-là, il y a d'autres inconvénients, c'est pas facile, mais heureusement, on ne peut pas vraiment comparer quand même les systèmes, la France et la France métropolitaine, je parle, et la Calédonie. Et heureusement, et on ne veut pas forcément tomber dans le même système, parce que franchement, on parle de rémunération, mais aussi quand on regarde les taux de suicide en métropole chez les agriculteurs, on n'a pas vraiment envie de se coller à ce système-là. Merci Yannick. Alors, puisqu'on parle du revenu des agriculteurs, l'IAC vient de terminer justement une étude sur la composition du revenu des agriculteurs en tribu et hors tribu. Laurent Lillier, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ça marche ? Oui, alors je ne répondrai pas totalement à la question, malheureusement, parce qu'on apporte une petite réponse ou une réponse partielle. En fait, l'étude qui a été conduite est rendue récemment, donc je ne pourrais pas en parler de manière exhaustive parce que je n'y ai pas contribué moi-même, et en plus elle vient d'être rendue. Elle était menée sur environ 200 ménages ou groupes domestiques, un ménage ou un groupe domestique étant représenté par si vous voulez, un ensemble un peu comme une exploitation agricole, mais à l'échelle d'un ménage. Donc à peu près 200 groupes domestiques ont été enquêtés, un peu moins, et un peu plus de 60, parmi ces 200, un peu plus de 60 étaient hors tribu, et les autres, donc l'essentiel, était en tribu. Donc ça permettait de comparer les types d'agriculture en tribu et hors tribu, ce qui était assez novateur, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Et ce qui a été montré, c'est que finalement, le revenu agricole, d'abord, est extrêmement variable. Il y a d'énormes variations, que ce soit en tribu et hors tribu. Donc ça, c'est une donnée déjà. Alors, je ne vais pas vous donner les minimaux et les maximaux. Ils sont dans le rapport et il sera rendu, comme je le disais, le rapport vient d'être réalisé. Il sera publié sur le site de l'IAC. Donc, je vous invite à aller voir dans les jours à venir ou les semaines à venir quand il sera mis en ligne et accessible. En tout cas, voilà, de grosses variations. Donc, ça rejoint aussi ce que disait Yannick, puisqu'on disait juste avant, il y a une partie des producteurs qui certainement vivent correctement de leur métier, mais aussi beaucoup d'entre eux en vivent très mal. Et s'ils continuent à le mener, c'est parce qu'avant tout, ils sont passionnés. Une deuxième donnée intéressante qui était issue de cette étude, c'est que finalement, on sait en tribu, par exemple, que l'agriculture, essentiellement, sa vocation, c'est l'autoconsommation, en grande partie, et les dons, les échanges, donc qui représentent souvent 80 à 90% de la production. Donc, c'est-à-dire qu'il ne reste environ que 10% qui est vendu. 90% est soit autoconsommé, soit fait l'objet d'échanges.
Eh bien, en fait, quand on compare ce qui se passe hors tribu, ça c'est un peu la surprise de l'enquête, il y a aussi hors tribu beaucoup d'échanges et d'autoconsommation. Donc ça c'est nouveau, nouveau. En tout cas on ne pensait pas que c'était à ce niveau-là aussi hors tribu. Donc c'est vraiment quelque chose... L'agriculture, il ne faut pas le voir seulement sous son angle marchand, mais aussi sa vocation d'alimentation des gens qui produisent eux-mêmes, et puis les échanges auxquels l'agriculture donne lieu, les liens sociaux qui sont créés par ces échanges, et toute sa vocation aussi sociale, qui est essentielle. Alors, justement, je vais donner la parole à Jean-Marie Fausting sur ce sujet, puisque vous êtes enseignant-chercheur à l'UNC. Je le disais en introduction, vous dirigez donc le programme FALA, dont le but est de redynamiser l'agriculture familiale afin d'améliorer la santé des populations du Pacifique et d'assurer leur sécurité alimentaire. En quoi et surtout comment la recherche peut-elle contribuer à la sécurité alimentaire des populations du Pacifique? Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce projet, particulièrement en Nouvelle-Calédonie? Pour répondre à votre question, je tiens d'abord à préciser que les deux intervenants précédents ont mis le doigt sur les difficultés de la transposabilité de modèles d'un endroit à un autre. Nous ne concevons pas la séparabilité de l'agriculture et de l'alimentation. D'ailleurs, si on entre par les revenus, il n'y a pas à comparer ce qui se passe dans le Pacifique insulaire, où l'environnement nous met face à des territoires déjà éclatés et sur lesquels il faut concevoir autrement le développement. Et ensuite, quand on regarde la part des revenus, 80% de la production agricole rentre dans les échanges. Ça veut dire qu'on a une appréciation de la réalité socio-économique à partir de paramètres qui ne sont pas adaptés. Et c'est à ce niveau que se situe le projet européen que nous avons proposé, agriculture familiale, alimentation et santé. D'abord, il y a une inséparabilité dans les deux éléments. Et d'ailleurs, les multiples exemples le montrent. Je vais aller un peu plus loin. La dimension de l'agriculture pour nous, elle ne touche pas seulement les produits de la terre, mais elle touche toute la production destinée à nourrir les populations, à la fois la dimension végétale, mais aussi animale, y compris les ressources halieutiques. Donc l'environnement insulaire nous donne un continuum qui permet de disposer de tous ces éléments pratiquement au même endroit. Et en plus de contourner une difficulté qui est celle de l'insularité. Ça, c'est le schéma duquel nous sommes partis pour proposer le projet européen. Je n'en suis que le coordinateur, j'apporte un aspect sur l'agriculture. Mais tous mes partenaires conviennent bien que quand nous parlons de l'agriculture, c'est depuis le champ jusqu'au marché, en passant, entre autres, par la table. Mais la table, elle part aussi du marché, pratiquement jusqu'à l'hôpital, parce que ce que vous mangez a des incidences sur votre santé. Et l'activité, les missions de l'université étant la formation et la recherche, nous avons proposé ce programme qui en même temps est adossé à un programme de master sur le développement local. Et l'objectif, entre autres, c'est de contribuer à un ancrage très particulier des populations sur leur espace au travers des rapports entre l'agriculture, l'alimentation et la santé. J'ai quelques étudiants qui pourront dire à travers l'exemple de leurs travaux ce qu'ils font dans ce cadre-là. Le programme n'a pas encore commencé. Il a subi les effets de la Covid-19, mais il démarre en octobre et pour l'instant, nous sommes en train de mobiliser toutes les équipes impliquées dans ce projet. On peut peut-être d'ores et déjà leur donner la parole. Alors, où sont-ils? On va vous apporter un micro. Ici dans le coin. Il a essayé de se cacher, mais on l'a retrouvé.
Bonsoir à tous. Je m'appelle Gossuon Nicolas et je suis actuellement, je fais partie du master de Monsieur Fotzing qui consiste en fait qui est la gestion du territoire et le développement local. Excusez-moi, c'est la première fois que je parle. Au cours justement de mon master, il m'a été demandé de choisir un sujet et celui que j'ai choisi, c'est un comparatif de l'agriculture d'Ambert-sur-Mer entre justement les jardins qui ont été mis en place par la mairie, par le biais du CCAS, qui est le Centre communal d'action sociale, qui est un procédé afin justement d'accompagner de manière sociale les gens et leur permettre de produire leur nourriture et d'éviter le désancrage en fait de ces populations. Et justement de comparer ces champs qui ont été pensés dans une zone qui a été pensée de A à Z et qui révolutionne l'urbanisme en fait en Océanie, qui n'a jamais été vu auparavant. De comparer en fait ces jardins-là pensés par rapport à des jardins qui, malgré en fait l'urbanisme croissant dans la zone de Dambert-sur-Mer, se retrouvent en fait comme des jardins interstitiels, si on peut dire, qui poussent comme des champignons en fait et qui n'ont pas été prévus. Et on se demande en fait pourquoi, malgré le fait que cette zone a été totalement pensée, des personnes continuent en fait d'exploiter des parcelles qui sont parfois en fait qui peuvent paraître totalement incultivables, et ces personnes arrivent à justement produire des ratios, enfin des rendements assez conséquents par rapport à l'espace qu'ils occupent, et savoir quelle est l'importance en fait de cette agriculture tant pour les jardins partagés que pour les jardins qu'on a qualifiés de, pas qualifiés, mais qu'on appelle couramment des jardins sauvages. Quelle est l'importance en fait de ces jardins dans l'alimentation des populations et leur budget alimentaire? Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi un sujet qui est important, qui est notamment la connaissance des plantes comestibles. Ça, c'est un sujet sur lequel l'agence rurale travaille actuellement. Je crois qu'il y a des représentants de l'agence rurale dans la salle ce soir. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah voilà, très bien. Donc ça serait intéressant que vous nous fassiez part du projet sur lequel vous travaillez, sur le recensement des plantes comestibles. Je crois d'ailleurs que vous travaillez avec Bernard Suprin sur ce sujet, qui est ici, mais aussi avec l'IFREMER, l'IAC, la CPS. Vous pouvez nous en dire quelques mots? On va vous apporter un micro. En fait, si je peux, vu que j'ai la parole, je vais peut-être élargir un petit peu. L'agence rurale, donc c'est un établissement public de la Nouvelle-Calédonie qui s'occupe de l'agriculture, mais aussi de la pêche, des productions forestières, de l'aquaculture. Donc moi, je me sens complètement dans mon milieu quand j'entends ce qui a été dit à la tribune, étant donné que tout est relié. Je veux dire, les équilibres des productions végétales, les équilibres des productions animales, qu'elles soient effectivement terrestres ou halieutiques. Et le lien avec l'alimentation est bien évidemment évident, même si donc nous, au niveau de l'agence, on s'occupe aussi de productions qui ne sont pas forcément alimentaires, comme les huiles essentielles, le bois, des choses comme ça. Donc ça, c'était pour recadrer un petit peu les choses. Ça a fait écho aussi, évidemment, tout le débat sur les interventions sur le revenu, puisque l'agence rurale, en fait, donne des aides à la production, à la régulation, à la promotion, enfin, large spectre d'aides et de soutien à tous les secteurs concernés. Et donc, peut-être pour apporter quelques éclairages, je suis en phase avec ce qui a été dit. Effectivement, une diversité dans les revenus, en fait, ce serait difficile de faire, comme on le fait parfois par ailleurs, des typologies, parce qu'il y a vraiment des gros écarts entre les tailles d'exploitation, les façons de gérer les exploitations. Et c'est vrai qu'on manque de données, même si au niveau de l'agence rurale, on a chez nous des observatoires sur certaines filières,
mais on essaie de travailler pour observer beaucoup plus, notamment la répartition des coûts et des marges. Voilà. Pour l'instant, ce qu'on a mis en place il y a quelques années et qui a été ensuite transféré à l'ISE, c'est ce qu'on appelle l'IPAMPA, c'est un indice des prix des moyens de production agricoles. Donc on peut avoir ce suivi, c'est-à-dire savoir si les moyens de production agricole, le carburant, les engrais, etc., si ça monte ou si ça descend. Donc ça donne juste une indication sur la tendance, mais ça ne fait pas la décomposition des coûts et des marges du champ jusqu'au marché, voire au-delà, même avec les produits transformés, les industriels, etc. Donc voilà, ça c'était pour recadrer un peu. Je vais répondre, je ne vais pas trop m'étendre non plus, pour répondre à la question. On s'est rendu compte que si on voulait effectivement améliorer les taux de couverture, il fallait aller chercher ce qu'on a déjà, mais qu'on ne consomme pas. C'était aussi une piste. Et donc on s'est rendu compte que, à travers d'ailleurs l'étude de l'IAC, une précédente étude sur tout ce qui était autoconsommation avec des volumes qui étaient quand même très importants. Et par expérience et en lisant d'autres enquêtes, on sait très bien que déjà, il y a des choses qui sont produites, dont une part est gaspillée. Donc là, on a mis en place des essais, des tests. On finance la démarche de Zero Waste Pacifique pour essayer de récupérer par glanage tout ce qui est produit et qui va rester au champ, être jeté, donc pour pouvoir le donner à des associations caritatives, voire le transformer. Il y a une partie, notamment dans les zones peut-être plus éloignées des marchés, justement où il y a des difficultés pour écouler les marchandises, où il va y avoir une part d'autoconsommation d'échange, vous l'avez dit, qui représente peut-être 80%, et il y a une part qui ne demande qu'à être mise sur le marché, mais qui parfois rencontre des difficultés, tout simplement logistique, de transport, de se mettre en contact, etc. Donc il y a en fait 2 ans, et c'était déjà, on y réfléchissait déjà du temps de l'ERPA, parce que l'agence rurale a été créée par fusion entre l'ERPA et l'APICAN. On s'est dit qu'il fallait peut-être aller chercher ces productions qui n'arrivaient pas sur le marché alors qu'elles étaient excédentaires dans les zones où elles étaient produites. Et on a créé une filière, on a appelé ça agriculture traditionnelle. En fait, les éléments de langage n'étaient pas encore vraiment définis. Et puis en creusant un peu les choses, on s'est rendu compte que non, il fallait aller au-delà. Et donc on a élargi et on est encore en train de réfléchir au concept. Mais donc il y aurait peut-être une part d'agriculture traditionnelle et des excédents d'autoconsommation ou d'échange qui pourraient être mis sur le marché. Et une part de ce qu'on a appelé les plantes comestibles, qui ne sont pas forcément dans l'agriculture traditionnelle, elles peuvent y être ou non, et qui pourraient apporter en fait de la production supplémentaire permettant d'améliorer le taux de couverture. Mais pour ce faire, il faudrait déjà que les gens sachent de quoi on parle, de quoi il s'agit. Donc effectivement, on a commencé par une étude avec un recensement. On a travaillé d'ailleurs en collaboration avec l'IAC, avec M. Bernard Suprin. Et donc ces plantes, maintenant, il va falloir en faire une certaine promotion. Alors moi, de façon très égoïste, ce que j'y vois aussi, c'est que dans ma gestion quotidienne, la régulation notamment des fruits et légumes, puisque comme le disait Yannick, il y a des protections de marché, et il y a des produits, même s'ils sont ouverts, même si les importations sont possibles, ils ne viennent pas parce qu'ils sont trop fragiles. Par exemple, la salade. Donc la salade verte, souvent on nous dit « il n'y a pas de salade ». Mais les importations, elles sont ouvertes. Mais personne ne va faire venir de la salade. C'est trop fragile, ça va arriver, ça va être traité au cas où il y a des bêtes dessus. Du coup, les importateurs, ils vont en perdre la moitié. Personne ne fait venir de salade, c'est anecdotique. Puis ça va arriver par avion, ça va être très cher. Donc comment faire? Parce qu'il y a des périodes où
la salade, elle vient pas parce qu'il fait trop chaud, il fait trop humide. Et si on veut, on peut pas avoir tous les produits bio toute l'année pas chers, parce qu'il y a des produits il y a des productions qui sont pas adaptées à nos conditions pédoclimatiques. Donc l'idée, c'était d'aller sur les plantes comestibles, justement adaptées à nos conditions, et notamment, j'ai terminé, notamment les légumes feuilles, qui pourraient notamment se manger crus, et qui pourraient remplacer, c'est un exemple que je donne, hein, qui pourrait remplacer par exemple la salade au moment où on n'arrive pas à en produire. Voilà, j'ai été un petit peu longue, désolée. Mais c'était très intéressant et important à préciser, merci beaucoup. Parmi ces plantes comestibles, eh bien, écoutez, on en a 2 justement sur notre table. On a un kochia et un faux pourpier. Alors ça, c'était spécial pour Gabi. Ils sont délicieux pourpiers en pickles. Alors, on les a mis sur la table justement pour parler des 2 doctorantes qui sont dans la salle également. Donc, l'une travaille sur l'aspect alimentaire hein, des plantes halophytes, donc développer la culture de ces plantes pour nourrir les populations. Et l'autre travaille sur l'aspect qui soutient l'aquaculture. Donc, je vais leur demander si elles peuvent nous dire un petit mot là-dessus. Donc, on a Cassandre Certain et Marie-Colette. Est-ce qu'on peut leur amener des micros? Levez les mains, les filles. Voilà. Donc, on va commencer par Cassandre Certain. C'est des doctorantes Ifremer UNC. Donc, bonjour à tous. Merci Elisabeth pour cette belle émission. Je vais vous parler du coup des plantes halophytes que Marie et moi-même étudions. Donc, ce sont des plantes communément appelées plantes à sel ou légumes de la mer pour celles que nous pouvons consommer. Et donc, elles nous intéressent puisque nous pouvons les irriguer grâce à de l'eau de mer et les cultiver sur des terrains déjà salinisés. On peut qualifier du coup leur culture de résiliente face au changement et également de durable, puisqu'elle permet des économies d'eau douce et de terre non salinisée. Donc en Calédonie, on a 8 espèces candidates à l'agriculture biosaline, qui font l'objet de nos travaux avec Marie. Donc pour ma part, je m'attache à étudier leur biologie dans leur milieu de vie, pour essayer de déterminer où et comment on pourrait les cultiver à l'avenir pour en faire des légumes de la mer. Et donc Marie s'attache à une application en lien avec la filière crevetticole qu'elle va vous expliquer mieux que moi. Je vous remercie. Donc bonsoir à tous. Donc comme a dit Cassandre, moi mon projet de recherche c'est plutôt de soutenir la filière crevetticole. Donc on va utiliser les plantes halophytes pour les cultiver dans les bassins de crevettes. Et l'idée, c'est qu'elles aient un effet sur la qualité du sol qui sera bénéfique pour les élevages suivants. Et voilà. Merci beaucoup, mais c'est très intéressant. Merci Cassandre et Marie. Alors, est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions à poser à nos intervenants ou des expériences à partager? Oui, alors on a 2 questions en haut. Bonsoir et merci à tous. Bonsoir à tous et merci pour cette conférence. Je m'excuse d'avance parce que je suis un peu intimidée. Ma question est sur l'économie domestique et donc sur l'autosuffisance alimentaire, mais au niveau de la population, l'autoconsommation et des échanges justement des légumes et des fruits. Moi, je m'interroge sur les semences. Ça m'inquiète énormément parce que elles sont souvent elles sont difficilement accessibles aux populations qui ont des revenus modestes. Et du coup, ces personnes achètent des semences pas très bio, en fait. Donc, y a, je suis désolée, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai un peu de difficultés à venir au bout de ma question. Alors, cela pose la question de la production difficile de ces personnes-là.
Et je m'interroge sur la question si le bio était réservé à une catégorie sociale élevée et initiée. Ça pose la question aussi de la visibilité et le fait qu'on laisse sur le marché ces semences. Et enfin, est-il prévu dans les cartons politiques des dispositifs pour qu'on ait accès à des semences bio et non des semences bio à 500 minimum les 2 grammes et à 1000 francs au maximum 1200 francs. Voilà, j'en ai fini et excusez-moi pour les émotions. Ne vous excusez pas, c'est une excellente question. La preuve. Et je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir vous faire une réponse, à commencer par Laurent Lhuillier de l'IAC. Non, je proposais que Franck réponde à vie des producteurs. Et puis là, chacun je pense qu'il est confronté à cette problématique. Vous avez tous quelque chose Moi, à je vais dire. juste faire un petit commentaire, mais très rapide. Je suis d'accord sur le fait que les semences bio sont certainement un problème. Mais Franck pourra détailler. Après, mais les semences non bio, bon, certes, c'est cher, mais je peux juste prendre un exemple. Au Vanuatu, parce que j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, les mêmes semences qu'on trouve ici, elles sont là-bas au moins 4 fois plus chères, avec des revenus que vous connaissez qui sont encore bien plus faibles qu'ici. Donc, ils sont dans une situation qui est bien plus compliquée encore qu'ici, quoi. Voilà. Donc, certes, c'est cher, mais c'est toujours pareil, c'est relatif. Donc, sur le bio, peut-être Franck pourra mieux préciser ma réponse. Alors, alors déjà, est-ce que le bio est réservé à une élite ? Heureusement que non. D'autant plus, le contexte a bien été présenté par d'autres intervenants, et ça serait dommage en Calédonie que ça soit le cas. Comme il a été dit dans le reportage, Bio-Calédonia, c'est une centaine, encore plus maintenant, de producteurs qui ont le label bio. Effectivement, les semences autorisées en agriculture biologique sont un problème en Calédonie, étant donné notre éloignement, étant donné le fait de la biosécurité qui impose, mais pour notre bien, des restrictions à l'importation de semences. Mais malgré tout, nous, producteurs, on arrive quand même à se débrouiller. Le système qui a été choisi en Calédonie pour l'attribution du label bio permet en fait, comme c'est un système participatif, d'avoir une relation entre producteurs et qui puissent s'organiser et pas être chacun dans leur coin pour pouvoir trouver des solutions pour avoir accès à de la semence, qu'elle soit achetée venant de l'extérieur ou qu'elle soit autoproduite chez chacun. Alors, ça ne répond pas à tout, mais ça répond déjà à pas mal de questions. Mais oui, effectivement, c'est un des enjeux pour le développement de l'agriculture bio, d'avoir un accès plus facile qu'aujourd'hui à de la semence. Heureusement que ça ne freine pas l'engouement actuel, mais ça peut faire effectivement un frein pour certaines productions, notamment où l'autoproduction de semences est compliquée et donc peut imposer à l'acheter à l'extérieur. Peut-être on peut se permettre de saluer le travail que fait de manière citoyenne l'association Maleva, qui développe justement une banque de semences. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais là pareil, ça part d'un élan citoyen, mais c'est quelque chose qui s'organise, qui se développe. Alors je ne sais pas s'il y a des représentants de Maleva dans la salle ou pas ce soir, mais c'est véritablement une voie à saluer. Voilà. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, comment vous fonctionnez, comment vous organisez votre banque et la mettez à disposition. Bonsoir à tous. Merci de nous laisser la parole ce soir pour parler des semences. Effectivement, je rejoins et je vous remercie du courage que vous avez eu de poser cette question ce soir, parce qu'elle était indispensable. On est en train de parler du toit de la case, mais on n'a pas encore fait le tertre qui va tenir tout ça. Et du coup, c'est ce qui m'amène à cette question, justement, par rapport aux semences en Nouvelle-Calédonie. Où est la formation semencier aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie pour former peut-être la jeunesse de demain, qui va permettre de développer ce métier, parce que c'est quand même un métier à part entière, ça demande énormément de savoir.
Et où est cette formation pour former les semenciers de demain, pour qu'on soit réellement et qu'on puisse réellement parler d'autonomie aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie au niveau agroalimentaire. Et donc ça, c'est une question que je pose ouvertement aux personnes qui sont en face. Ensuite, pour parler du travail de Maleva, justement, voilà, c'est à une échelle plutôt citoyenne, malheureusement, qu'on essaye de préserver on va dire la richesse génétique de notre pays sur des semences qui sont en train de plus en plus d'être adaptées, parce qu'on est en train de développer ça à l'échelle citoyenne, où des personnes travaillent leurs espèces, et pour ça, je remercie certains qui font partie de la bande et qui travaillent sur justement la sélection de leurs espèces pour que ça devienne des espèces résistantes. Parce que pour l'instant, on parle de graines. Les graines bio qui arrivent, elles ne sont pas tropicalisées. Elles viennent d'un autre pays. Elles sont habituées à des conditions climatiques qui viennent de l'autre côté de la planète. Si demain tout s'arrête, parce qu'on parle de la crise du Covid et on parle de la crise économique qui peut arriver demain, si demain tout s'arrête, ma question justement, c'est très bien que vous soulignez ça, M. Souris-Laverne, sur justement la capacité de résilience des agriculteurs sur leurs propres semences. Ça, c'est un travail qu'il faut développer au maximum. Parce que si demain tout s'arrête, qu'est-ce qu'on plante? Voilà. Alors, qui souhaite prendre la parole pour répondre au sujet sur la formation? Oui, enfin, moi, effectivement, je peux compléter. Donc, il y a effectivement la notion dans nos pratiques d'adaptation de ce qu'on cultive au territoire. Et ça, oui, effectivement, peut-être que ça manque de formation. J'ai parlé de l'échange entre producteurs. Et bon, c'est déjà un début. Ça permet déjà aux gens si quelqu'un a une solution, de la partager avec ses collègues, etc. C'est un gros chantier, les semences, mais je pense que on ne peut pas non plus se bloquer là-dessus. Il faut voir aussi que on peut quand même se débrouiller. On arrive à trouver des solutions, même si elles ne sont pas parfaites, même si ça commence par de l'import qui vient de l'extérieur. Mais effectivement, après, on l'adapte au contexte. Et entre la poule et l'œuf, qui est arrivé le premier, c'est un peu la même question entre le légume et la semence. Donc il faut bien commencer par quelque chose. Non, mais effectivement, c'est un gros souci, mais j'ai du mal à poser le débat sur des points bloquants, en fait. Moi, je vois que des perspectives. Les perspectives, elles sont devant nous. On a quand même une capacité déjà qui existe. On l'utilise à fond et on s'améliore au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi aussi, je tiens à remercier le travail que fait Maleva. Il y a aussi un travail de ce côté-là par le GAB, qui a aussi beaucoup développé ces échanges de semences, etc. Et je pense qu'il faut continuer comme ça et que voilà, même si la solution elle vient pas des institutions, nous en tout cas on s'organise entre producteurs, on continue à avancer et on va y arriver comme ça, quoi. Merci Franck. Oui, Yannick. Sur la question de la formation, parce que c'est la question que vous aviez posée, bon, il n'y a pas de formation initiale sur ce secteur très spécifique. Bon, la Calédonie, c'est petit, hein, donc je ne sais pas s'il y a des acteurs de la formation, la DAFE ou les lycées. Je ne crois pas, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, il n'y a pas de formation spécifique là-dessus. Par contre, l'acquisition de savoir au cours de son parcours professionnel et passe par de l'échange, de pratiques, des relations. Il y a par exemple des salons Tech & Bio, il y a des instituts, d'autres pays qui peuvent avoir des compétences et par l'échange de pratiques avec les agriculteurs, faire monter, faire venir peut-être des gens pour former les gens sur cette partie production semencière. C'est un vrai sujet. Ça, c'est sûr, mais en tout cas, il n'y a rien en Calédonie à ce jour, ça c'est certain. Moi, je rajouterais que sur la partie semences pas traditionnelle, mais conventionnelle, je sais pas, les producteurs qui font il y en a un du maraîchage, le prix des semences ont sensiblement augmenté depuis ces dernières années. C'est très très cher. Ça devient de plus en plus cher. Et on en discutait il y a peu de temps d'ailleurs, hein, sur les prix, les observations des prix, ça devient assez conséquent. Voilà. Merci. Oui, Laurent.
Je compléterai rapidement sur la formation. Je ne vais pas répondre à leur place, mais il me semble que pour des besoins qui sont exprimés comme ici, là, de producteurs de semences, si la formation n'existe pas au jour d'aujourd'hui, mais on pourrait très bien imaginer qu'elle puisse se monter dans un temps relativement court. Alors court, peut-être pas en quelques mois, mais en un an ou deux peut-être. Mais il me semble que c'est le CFPPA qui doit pouvoir se saisir de ces formations. Pour autant que la demande au départ soit clairement exprimée, formalisée, au savoir combien il y a de personnes identifiées de votre côté, quels sont vos besoins précis, et en face dialoguer avec... je vois qu'eux qui pourraient en face répondre à ces demandes en mobilisant ensuite les formateurs qui conviennent bien, quoi. Enfin, normalement, ça doit être en tout cas dans leur mission. Je ne vais peut-être pas intervenir au niveau de la formation sur les semences, mais je vais intervenir puisque la formation fait partie des missions de l'université. Et c'est d'ailleurs pourquoi la recherche et la formation sont étroitement associées. J'ai entendu une intervention qui a précisé que nous sommes en milieu tropical. Et aujourd'hui, on veut s'orienter vers la formation pour la production de semences. Mais non, nous sommes encore au niveau de la première interrogation. Quelle articulation entre agriculture, alimentation, activité physique et santé? C'est indissociable. Et si c'est indissociable, on s'inscrit dans un environnement où l'élément de production agricole est disponible. Et en plus, je nous mets tous en garde. Nous sommes sur de petits territoires où il n'y a pas de la surpopulation. Donc, on a un rapport au milieu, un rapport à la nature qui a bien montré que tout à l'heure, en termes de quantification, il y avait 80% de la production qui alimentait les échanges. Et donc, il faut déjà, par le diagnostic, identifier ce qui peut être disponible de manière saisonnière. Ça, c'est l'une des premières étapes de notre activité de recherche. La deuxième, il faut aussi s'interroger sur l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, on s'est lancé vers une alimentation avec des produits qui sont hors zonalité. Et on veut avoir la même chose à table toute l'année. Non. Demain, si tout se ferme, on est obligé de prélever sur place. Et ceux qui n'ont pas souffert du confinement, c'est ceux qui avaient un jardin. Ils n'étaient confinés nulle part. Donc nous devons interroger nos rapports, premièrement à notre environnement, et deuxièmement, il y a la question des squats, parce que tout à l'heure, la parole est passée très vite. Mais ce qu'on appelle squat, c'est aussi un mode d'ancrage sur la nature. Je souhaite que l'étudiante, parce que la question se pose maintenant de l'intérieur de la société, je souhaite que l'étudiante de première année dise un mot sur comment elle a vécu le squat et comment le squat, par l'agriculture, permet à la société, à quelqu'un de s'ancrer sur son territoire. Donc avant de s'orienter vers la formation sur les semences, il faut déjà se poser la question de l'adaptabilité par rapport aux conditions naturelles. Bonsoir à tous. Merci pour l'émission avant tout. Je vais me présenter. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui tremble. C'est pas grave, prenez le temps, respirez. Donc moi, je m'appelle Elodie Païta et je suis étudiante en première année de licence géographie aménagement avec Monsieur Fautine comme professeur. Alors avec ma camarade Lorna, on a eu pour mission d'intervenir dans les squats. Donc pour ma part, j'ai choisi le squat de Noville, celui qui est, que tout le monde voit finalement, et que finalement personne ne sait comment ces gens vivent. Et, alors on a interviewé quelqu'un qui était originaire de la tribu d'Atéo, commune de Koné. Donc pour préciser, c'est la tribu la plus haute de la Calédonie, c'est celle qui est en face du massif du Konyombo. Et ce monsieur, il vivait
avant dans une maison SIC. Et pour des raisons de mode de vie, c'est-à-dire que finalement ce lien à la terre, il a toujours eu. Et le fait de rester dans un appartement et de ne pas avoir son propre jardin pour pouvoir cultiver ce dont il avait besoin, c'était compliqué. Alors en 2014, il s'est installé à Nouville et il nous a expliqué que son premier habitat, si on peut appeler ça comme ça, c'était un pneu avec un parasol piqué au milieu. Donc ça lui a servi de s'asseoir et de se protéger du soleil et de la pluie. Et donc après, il a dû commencer à construire son habitat juste à côté. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que finalement, c'était une volonté. C'était une volonté pour lui de venir s'installer ici, puisqu'il y avait une parcelle de terre. Je ne sais pas si elle était libre ou quoi, mais c'était une volonté pour lui de venir s'installer ici, parce que ce lien à la terre, finalement, il n'a pas su l'interrompre, la couper. Et donc, ce qu'on a constaté aussi, c'est que finalement, il vit bien. C'est quelqu'un qui vit bien et qui forcément n'a pas besoin d'aller tout le temps faire ses courses, puisqu'il a son petit jardin à côté. Il cultive tout ce qu'on peut cultiver sur une terre, c'est-à-dire par exemple des ignames. Il cultive les herbes, les persils, il cultive les choucanacs, le manioc. Donc pour lui, ce qu'il cultive, c'est suffisant pour lui. Et du coup, c'est quelque chose finalement qui est ancré chez nous. On ne peut pas finalement couper notre lien à la terre. Et on a finalement vu avec le Covid-19 qu'on avait besoin d'une parcelle de terre pour pouvoir subvenir à nos besoins personnels. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et effectivement, et pour rebondir sur votre dernière phrase, on l'a vu pendant la période du confinement, on en parlait hier avec Hubert, pendant la période de confinement, beaucoup de gens ont envahi les jardineries sur leur heure de sortie pour aller acheter des semences et se sont mis à faire des potagers à la maison. Donc c'était vraiment un réflexe en fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Là. Alors, on arrive après en haut. J'aimerais faire passer un message à tout le monde qui sont ici présents pour témoigner du travail important que M. Fotzing nous a demandé de faire. Donc, j'aimerais souligner que la vision globale de tout le monde aujourd'hui, c'est que un squat reste un squat. Certes, mais ça reste un habitat océanien. Parce que c'est sur une terre, une terre océanienne, quoi. Donc, voilà, c'est juste ça que je voulais souligner. Merci. Merci. Oui. Oui, donc j'avais une petite question, bonsoir déjà. Dans le reportage, il y avait une série de chiffres pour nous donner en fait les pourcentages d'autosuffisance, là, 47% pour les fruits, 80% pour les légumes et 31% pour le tout. Où est-ce qu'on peut trouver, d'où proviennent ces chiffres et comment peut-on trouver en fait vraiment les statistiques exactes de combien de pourcents de tomates. Moi j'ai réussi à trouver quelques chiffres, par exemple qu'on était autosuffisant à 100% pour le maïs. Mais voilà, par rapport à la côte ouest et la côte est qui ont des climats différents, est-ce que c'est cartographié? Comment on peut avoir tous ces chiffres en fait? Alors moi, je vais juste répondre à la première question qui est la source des chiffres qui sont donnés dans l'émission. Ce sont des sources de la DAVAR 2018. Et pour le reste, je vais laisser la parole peut-être à la Chambre d'agriculture. Oui, les chiffres, ils sont gérés par la Nouvelle-Calédonie, le service de la DAVAR. Ils sont sur le site de leur site. Tous les ans, ils éditent un mémento agricole. Donc, on retrouve toutes ces statistiques-là.
peut-être pas autant de détails que vous le souhaitiez, savoir la production sur la côte Est, des choses comme ça, mais il y a quand même déjà beaucoup de détails qui sont faits. Ces chiffres sont issus de différentes sources, l'OCEF, la Chambre d'agriculture, parce qu'on gère le marché du gros, les engrais, bref, toute l'Arbofruit qui fait des statistiques. Donc voilà, c'est la compilation de toutes les données qui existent en Calédonie. C'est certain qu'on ne croule pas sous les données économiques. C'est quand même un des grands points faibles de la Calédonie. Il nous manque quand même des données, ça c'est certain. Alors sur des données macro comme ça, elles existent, elles ont le mérite d'exister et sont des bons points de repère. Il y a en plus des enquêtes tous les 10 ans sur le recensement général agricole qui donne aussi des données complémentaires, un éclairage un peu différent. Il y a les enquêtes spécifiques qui sont réalisées par exemple par l'IAC en tribu, très intéressant puisque ça donne un autre éclairage. Donc voilà, les données, c'est la DAVAR qui les compile avec toutes les données existantes sur le territoire. Merci. Et j'avais une deuxième question, c'est du coup par rapport à ça, est-ce que les agriculteurs ou les éleveurs, ils ont accès à ces chiffres dans le sens où, vu que d'une année à l'autre, des fois, ils font d'autres plantations pour renouveler la terre, etc., pour savoir en fait quels légumes sont dans le besoin sur le marché, est-ce que les agriculteurs sont sensibilisés à ça pour savoir que cette année-là, on cherche plus de tel type de légumes, ou pour répartir les zones en disant si tout le monde fait de la tomate à ce moment-là, il y aura trop de tomates et pas assez de... Voilà. Je vais passer la parole à Franck, parce je sais qu'il c'est un élu de la Chambre, il a une idée sur la question. Non, comme a dit Yannick, tous ces chiffres ils sont donnés par la DAVAR et on a accès. Moi, je sais qu'en tant que producteur, j'ai déjà demandé, par exemple, quelles étaient l'évolution des volumes de concombres, tomates, etc. sur l'année pour me faire une idée et savoir un petit peu quelles étaient les périodes de production habituelles, quoi. Donc tout ça, comme l'a dit Yannick, c'est compilé par la DAVAR et ça peut être demandé chez eux, quoi. Plus précisément par rapport à votre question, donc les données sur lesquelles on peut s'appuyer, qui servent à alimenter le mémento agricole et les statistiques annuelles gérées par la DAVAR, ce sont les données qui sont d'échange au marché de gros du COS. Donc il y avait le reportage qui était passé au marché de gros, vous avez vu en début de reportage. Et nous, la Chambre d'agriculture qui gère cette enceinte recense toutes les factures de transactions, de première mise en marché entre les producteurs et les acheteurs. Et alors ça ne cartographie pas l'ensemble des flux de production de fruits et légumes, bien entendu, puisqu'il y a bien d'autres circuits, mais ça donne une idée des volumes qui s'échangent et des prix. Et on édite des mercuriales toutes les semaines, c'est-à-dire que les prix en fonction de tous les produits, et qui peuvent donner des tendances sur les quantités et sur les prix. Ça a un côté, des fois, c'est un peu décrié par moment parce que ça peut tirer le prix vers le bas, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même un point de repère pour les producteurs. Et quand un jeune agriculteur se lance sur des spéculations, effectivement, il n'est pas rare qu'il nous demande les marchés, comment évoluent les marchés. Alors il y a les provinces qui sont en charge du développement agricole, donc déjà c'est le premier interlocuteur d'un agriculteur pour savoir les spéculations, là où il peut s'orienter. Et puis il y a des données économiques dont on dispose et qu'on peut partager avec lui et lui donner un peu les tendances. Après c'est beaucoup de ressenti et de l'adaptation au fil de sa carrière. Laurent, tu voulais apporter des précisions sur les chiffres? Je souhaitais juste compléter un petit peu, parce que les chiffres, tout le monde a il y a des idées sur des chiffres qui existent ou qui n'existent, ou plus difficilement d'accès. Donc ceux de la DAVAR, effectivement, sont les plus connus parce que mis sur leur site chaque année pour les productions animales, végétales, dans le détail, au moins sur l'année. Mensuellement, je ne suis pas sûr, mais au moins sur les volumes annuels, en quantité, en valeur et par grand type de production, c'est-à-dire céréales, tubercules. Après, vous ne trouverez pas forcément sur ce site-là, plus précisément, la tomate ou le concombre. Je crois que c'est globalisé au niveau légumes. Enfin bon, après, il y a des enquêtes plus précises qui vont dans le détail, mais sur le site de la DAVAR, on trouve beaucoup de choses, c'est sûr. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toute une agriculture méconnue, dite invisible.
et qui sort des statistiques. Donc la première étude qui a montré, mis en valeur, enfin mis un coup de projecteur sur cette agriculture, c'est l'étude de l'IAC conduite en 2010-2011, d'agriculture en tribu. Je vais vous donner juste un chiffre pour montrer l'importance. C'est que si on donne une valeur monétaire à ce qui est produit et prélevé en tribu, alors prélevé, c'est-à-dire aussi ce qui vient de la chasse et de la pêche, plus donc la production dans les champs en tribu, si on donne une valeur monétaire à tout ça, je dis bien si, parce que c'est évidemment, comme on disait, 90% est autoconsommé ou fait l'objet d'échanges. Mais il y a 10% qui est vendu. Mais si le 100% on donne une valeur, ça comme une valeur monétaire, ça représente 12 milliards de francs CFP. C'est-à-dire autant que ce qui est mesuré par les statistiques officielles. À peu près autant. Donc il y a toute cette partie invisible qui pèse globalement à peu près autant que ce qui est mesuré par les statistiques chaque année, dite agriculture marchande, qui est bien mesurée par les statistiques. Et il n'y a pas que les tribus en plus, il y a toute une agriculture aussi de type invisible qui est aussi hors tribu. En brousse, on parlait des squats par exemple, ça n'a jamais été mesuré. Donc l'agriculture, ce n'est pas simple au niveau des statistiques. C'est ça déjà qu'il faut retenir, quoi. Quand on donne des chiffres, il faut toujours être très prudent de tout ce que ça peut comporter comme autre dimension et autre valeur derrière. Bonsoir. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir, je vous remercie pour la qualité du débat et toutes les informations que nous avons eues. J'avais des petites questions par rapport aux semences, je reviens sur ce point. On est dans une situation bien particulière avec des sols bien particuliers et je remercie Maleva pour tout ce qu'ils ont fait depuis le début et surtout ce qui est important c'est de savoir qu'il y a beaucoup de petits groupes de personnes extrêmement passionnées par les graines et de manière complètement informelle s'échangent continuellement des graines qui sont anciennes, familiales, potagères et c'est une richesse très importante et si on a une tension ou des prix qui devient importante par rapport aux événements internationaux, on verra que ces personnes qui sont un peu les collecteurs d'informations et de génétique du pays auront leur place. Et j'encourage toutes les personnes qui ont des productions à conserver leurs graines, les échanger. Et c'est une valeur importante pour le futur parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le futur. Donc. Et aussi une petite chose que je voulais rajouter, c'est qu'on a l'impression quelquefois que l'on marche sur notre nourriture, parce que tous les jours, si on a un peu plus de connaissances, on se rend compte que dans nos jardins, il y a beaucoup de choses qui sont comestibles. On parle plutôt de fleurs vertes, de feuilles, qui sont comestibles, qui ont des richesses, qui sont en haut de la génétique, donc qui ont des pouvoirs de résister aux sécheresses, au stress hydrique, et qui sont comestibles. Et il suffirait juste de transférer un peu cette information pour que les gens les consomment plus souvent. Ça se fait de manière informelle, mais ça peine à toucher le grand public. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, sur cet aspect-là, Bernard Suprin souhaite vous faire une réponse. On vous apporte un micro. Attendez, s'il vous plaît, au premier rang. Voilà, c'est Bernard Suprin qui va répondre au monsieur. Merci. Oui, concernant les 100 grades, les plantes qu'on appelle couramment les mauvaises herbes, on sera certainement étonné d'apprendre qu'une grande partie d'entre elles sont vraiment comestibles et pour certaines d'entre elles savoureuses. J'ai la chance d'avoir une qualité assez rare, c'est-à-dire que je goûte toutes les plantes. Bien évidemment, j'évite le datura et toutes ces cochons. Mais bon, la plupart des plantes sont plus ou moins comestibles. Et il y a moins d'un mois, en me baladant le long du Wentero, mon regard a été attiré par une petite plante. Je l'ai goûtée et extraordinaire. C'était une roquette sauvage, extrêmement goûteuse. Du coup, je l'ai récupérée clandestinement. Je la cultive chez moi et c'est fantastique. Alors, j'ai fait un inventaire de toutes ces plantes marginales que j'encourage tout le monde à utiliser. Et j'en ai recensé plus de 350. Alors, l'usage de ces plantes marginales devrait être fortement encouragé.
Je citerai une anecdote historique qui remonte à 38 ans exactement. C'était en août 82 sur l'île Double. Une famille de 9 personnes s'est installée pour le week-end. La plate était mal amarrée. Ils sont restés. Personne ne savait nager. C'était dans le nord de la Grande Terre. L'îlot était infesté de raquettes, de figuier de Barbarie. Personne ne savait que c'était comestible. Au bout d'une semaine, ils ont été secourus. Sur 9 personnes, 6 sont mortes de faim et de soif. Alors qu'ils avaient un sable d'abatis. S'ils avaient su que les raquettes se mangent, il suffit de couper une feuille en deux et on racle le gel à l'intérieur, ils auraient tous été sauvés. Par ailleurs, à un autre échelon, l'échelon planétaire, en Irlande, en 1800, alors il y a eu 3 vagues d'attaques de mildiou sur les pommes de terre. La pomme de terre était devenue le pain quotidien des Irlandais. Le mildiou est arrivé brutalement, a anéanti quasiment toutes les productions de pommes de terre. Les Irlandais sont morts comme des mouches de faim. 1 million de morts. C'est plus de 3 fois la population de la Calédonie. Alors que, en dehors des champs de pommes de terre, il y avait des tas de choses qu'ils auraient pu manger. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de famine, mais il y aurait eu certainement beaucoup moins de morts de faim. Au moins la moitié. Donc vous voyez, c'est un peu bête d'ignorer ou de méconnaître toutes ces plantes marginales qui peuvent diversifier l'alimentation et qui peuvent, en cas d'effondrement, qui peuvent vraiment être très très utiles. Par ailleurs, j'aimerais aussi parler des insectes. Alors évidemment, la consommation des insectes, c'est quelque chose qui est tabou, parce que ce n'est pas dans les mœurs des Occidentaux, mais toutes les populations pauvres, que ce soit d'Afrique ou d'Asie, mangent au quotidien des insectes, c'est leur principale source de protéines. Le souci, c'est qu'on n'arrive pas à en manger, nous, Européens. Moi, en allant en Thaïlande, je les ai tous goûtés, les insectes. Et il y avait des cafards qui étaient longs comme ça. Bon, Bernard, tu vas donner de drôles d'idées à notre public. Mais je dis, mais il n'y a rien à manger là-dedans. Le type m'a dit, mais si, tout est à manger. Donc, il a tout mangé. Et donc, là, franchement, c'est culturel. Parce que si on n'est pas né en mangeant des insectes, on aura du mal à les manger. Parce que, très franchement, après les avoir tous goûtés, je n'ai pas trouvé que c'était si fantastique que ça. Mais ce n'est pas vraiment répulsif. Mais c'est un goût de paille, enfin, c'est un goût de bois. Enfin, la roquette sauvage du Wentoro est meilleure. Ah, tout à fait. Ça. Alors oui. Mais oui. je vous rappelle quand même qu'on est dans une réserve de forêt sèche et que donc toute cueillette, toute chasse au trésor ce dimanche dans le Wentoro pour la roquette sauvage est fortement interdite. Merci beaucoup Bernard. Voilà. Merci. Merci. Alors on a un monsieur qui depuis tout à l'heure souhaite poser une question par là-bas. Excusez-nous, on essaye de surveiller toutes les mains qui se lèvent. On a encore beaucoup de choses à partager avec vous. Merci. C'était pas une question, c'était plus une remarque pour répondre à monsieur qui est parti. Vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Pour répondre à monsieur qui est parti sur les données, j'ai cru comprendre que la question c'était est-ce qu'on peut piloter l'offre que l'on va produire grâce aux données statistiques de la DAVA. La réponse c'est non. Il y a plein de données et c'est de mieux en mieux. Mais aujourd'hui, on aurait besoin de 3 données mensuelles par culture, les quantités importées, les quantités produites localement, et puis le besoin. La première erreur, c'est qu'on a déjà tendance à croire que le besoin, c'est la somme des deux. Or, les taxes de régulation de marché permettent de faire entrer des produits avec un prix plus haut, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les blocages à l'import. Et donc, aujourd'hui, on sous-estime clairement le besoin. Ça, c'est hyper important. Donc, les chiffres qui sont donnés sont par essence sous-estimés.
Et je pense très fortement, et on le retrouve dans le décalage avec le 15% des taux de produits transformés, enfin les 15% qu'on a sur l'alimentation globale, puisque du fait du manque d'offres dans la production végétale, on a du coup un report d'achat sur tous les produits transformés. Donc on mange mal parce qu'on n'a pas d'offres, parce qu'aussi on bloque les imports pour favoriser le local. C'est bien, c'est mal, c'est pas mon débat là. Donc oui, on est preneur de données pour structurer et piloter. Mais plus largement que ça, on pose du coup ce soir la question de l'autonomie alimentaire. Ça veut dire qu'on se pose une question d'avenir. On se pose une question d'avenir, ça veut dire qu'il faut qu'on définisse où on va. Et aujourd'hui, en Calédonie, on manque cruellement d'une définition claire de cet objectif. Et du coup, on manque cruellement de la définition d'une politique agricole dans ce pays. Enfin, on met 12 milliards par an sur la table et on n'a pas une politique agricole clairement établie. Donc ça, c'est une grande question. Quand est-ce qu'on va être capable d'écrire de manière quantitative, chiffrée, précise, avec des étapes à horizon 3, 5, 10 ans, une politique agricole et toutes les quantitatifs pour que les investisseurs, les agriculteurs se positionnent sur les besoins. Ça, c'est vraiment une question de fond et il va falloir qu'on s'y mette pour l'écrire. Je veux bien aider. Merci pour votre intervention. Il faut aussi falloir si vous parlez de trajectoire et de vision, il faut aussi qu'on prenne en compte quelque chose de particulier, c'est qu'on est en crise écologique et climatique, c'est-à-dire qu'il faut se projeter dans un climat qui va être différent de celui qu'on connaît ici. Et donc il va y avoir aussi à travailler sur les choix. Alors moi j'ai bien aimé quand il y a eu tout le travail de la PEP, la politique de l'eau partagée, il y avait un des objectifs, c'était d'adapter la production agricole à la disponibilité de la ressource en eau. Et c'est bien dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Parce qu'il y avait aussi la formule dans l'autre sens. Et dans ce sens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je m'interroge sur la poursuite du développement, par exemple, du maïs, par rapport à des options qui seraient plus adaptées au changement climatique qui est en train de nous arriver. On prend, par exemple, je ne suis pas un spécialiste, mais on prend le sorgho, c'est 40% de moins d'eau, c'est moins d'intrants parce que c'est un système racinaire qui va plus profond, chercher ses nutriments. Et donc pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ce changement de production culturelle s'organiser? Ça fait partie probablement d'un schéma d'adaptation au changement climatique qui avait été souhaité au gouvernement. Pas encore, ça demande une grande collégialité entre les collectivités. Il faut que ça arrive, ça, mais ça pourra répondre, en tout cas ce sera un des chantiers à l'intérieur qui sera à croiser avec la politique de l'eau partagée, avec cette politique agricole que vous demandez. Mais là, il va falloir un peu qu'on se retrouve tous ensemble pour élaborer cette vision dont vous parlez. Je voulais juste rapporter un éclairage à Guillaume par rapport à la question, elle est fondamentale. Aujourd'hui, la Calédonie, il y a 3 provinces qui ont en charge le développement agricole. Chaque province est compétente. Et la Nouvelle-Calédonie qui a des compétences transversales. Après, il y a les professionnels, la Chambre et d'autres acteurs. Et évidemment, comme ce n'est pas le seul secteur qui n'a pas de politique. Alors, il y a une politique agricole, mais chaque province a sa politique, des codes de développement, mais il n'y a pas de politique partagée entre les 3 provinces, la Nouvelle-Calédonie, et nous, on porte bien sûr associé à la profession agricole. Et ça, on le demande de nombreuses années qu'on essaye d'avoir un espace de concertation. C'est difficile. On sent qu'on s'en approche, puisque ça fait partie du discours de politique générale du président Santa, puisqu'il y a la création d'un comité d'orientation agricole à notre demande. Et donc on espère qu'on fera un pas à ce moment-là, parce que sinon, chacun fait sa petite politique, et on voit qu'on est très peu, la Calédonie c'est petit, c'est ridicule. Il y a 2700 agriculteurs, en tout cas inscrits au registre d'agriculture, plus l'agriculture informelle, comme on a dit. Mais franchement, c'est ridicule. Quand on sait qu'on a 3 provinces avec 3 politiques différentes qui ne sont pas forcément compatibles, il y a de quoi se poser des questions. Et ce n'est pas
c'est pas un hasard si on est en partie planté dans le système. Donc là, il y a une vraie prise de conscience à avoir, prendre les bonnes décisions en fonction de l'évolution climatique. Et ouais, on espère. Franchement, on a besoin de se mettre autour de la table pour essayer de construire ensemble, avoir un cheminement. Alors après, il y a la politique, puisqu'il y a eu des politiques agricoles qui ont été menées en province sud, notamment la PAP. Et là, se confronte après la mise en œuvre de la politique. C'est deux étapes différentes. Et on voit que même si la première étape, certes, elle est circonscrite en province sud, la mise en œuvre de la politique derrière, elle se heurte à des vrais problèmes, parce que ce qu'il faudrait, c'est associer toutes les parties prenantes de l'agriculture. L'agriculture, elle est très diverse, il y a beaucoup d'acteurs, et en fait, il faut exclure personne, c'est tous ensemble qu'on pourra construire une agriculture avec une multiple facettes. Donc on l'a vu, il y a des gens de toutes les tendances et il y a les attentes de la société auxquelles il faut répondre. Conventionnelle, l'agriculture bio, l'agriculture responsable, il y a la Maleva avec des... Bref, tout est nécessaire, sauf qu'il faut le coordonner et mener ce projet tous ensemble. Et là encore, on a beaucoup de chemin à parcourir. Excusez-moi, on est en train de se demander comment on peut cultiver du maïs sans eau, mais on ne se demande pas juste comment on peut remettre de l'eau aussi là où il n'y en a plus, tout simplement. Et quand j'entends qu'il y a des dérogations qui peuvent être faites pour créer des exploitations agricoles dans le domaine, dans la partie du domaine qui est censée être préservée, moi ça m'interroge réellement, quoi. Pourquoi on va aller détruire un biotope qui est déjà faible pour faire une production agricole dans ces endroits où ça nous apporte justement l'eau et qui se font déjà bien défoncer par les ressources minières, enfin par toutes les mines en ce moment. Ça m'amène à une autre question qui n'a rien à voir avec ça, mais au niveau économique, on essaie de valoriser le travail de l'agriculture et de motiver, on va dire, la jeunesse de demain à retourner un peu dans les champs et à se réapproprier le travail de la terre. Moi, je ne comprends pas pourquoi, à l'heure actuelle, il y a encore le SMAG qui existe. Pourquoi, par rapport au SMIG, pourquoi le SMAG existe? Pourquoi on serait payé moins cher pour trimer dans un champ par tous les temps? Et je pense que M. Franck Souris-Lavanne ne me contredira pas, le métier d'agriculteur, c'est difficile. Et pourquoi, du coup, on décourage les personnes avec un SMAG, un salaire minimum agricole? Et je sais que derrière, il y a tout un panel économique qui fait que c'est comme ça, mais il faudrait peut-être repenser à cette chose-là, quoi. Oui. Alors, si ça marche, ouais. Si ça marche, moi, je peux apporter une réponse, puisque donc, je représente aujourd'hui la MAP Vert Panier. Donc, vous en avez un petit peu entendu parler dans le cadre de l'émission. Donc, un des principes fondamentaux de la MAP, c'est que c'est un engagement solidaire entre des producteurs et des consommateurs. Donc, consommateurs, pour rappeler que consommer, c'est un plaisir, mais c'est aussi un choix politique, quelque part, qu'on fait, puisqu'on va nous-mêmes, avec notre argent, en tant que consommateurs, alimenter les systèmes qui nous semblent viables et qui nous semblent intéressants. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Et donc, c'est un engagement solidaire et qui se fait dans le cadre Vert Panier sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Donc nous, on lutte depuis 11 ans pour essayer de faire en sorte que les gens acceptent cet engagement sur... Alors nous, on fait 2 périodes de 5 mois. Et en fait, c'est extrêmement important parce que ça permet à l'agriculteur d'être sûr d'avoir un revenu régulier sur toute la période. Donc d'une part, ça lui permet d'avoir des liquidités au départ, parce que pour les gens qui peuvent payer d'un coup, alors bon, ça, il y a toujours des arrangements, mais en tout cas, on s'engage en début de période à être aux côtés de l'agriculteur sur une durée de 5 mois. Et quels que soient les aléas climatiques, c'est-à-dire on ne va pas... l'agriculteur n'aura pas des revenus uniquement quand la production a bien marché. On l'accompagne, y compris quand les aléas climatiques ou s'il y a des attaques d'insectes ou des choses comme ça. De toute façon, nous, on lui assure un revenu permanent toute l'année. Alors évidemment, ça implique de faire un petit peu de concession quant au choix qu'on fait. On ne va pas choisir chaque semaine au marché les plus beaux produits, les produits qu'on a envie de manger. On va manger ce que notre producteur va pouvoir avoir produit. Donc après, ça nous demande un petit peu de créativité. Donc ça, c'est des choses dont Gabi a parlé, pour faire à manger avec des produits de saison qui parfois vont être les mêmes pendant 2-3 mois. Mais nous, en tout cas, dans cette AMAP Vert Panier, on a toujours du mal à avoir du monde en permanence pour faire ce lien justement entre les producteurs et les consommateurs. Mais moi, je suis fière parce que depuis 11 ans,
On permet à 3 familles et demie, puisque donc il y a Marion que vous avez vu dans le reportage, plus les personnes qui travaillent pour elle, donc elle a 2 employés et demi, on va dire. Et donc on a 3 familles qui, depuis 10 ans, ont un revenu permanent, c'est-à-dire y compris quand il y a le Covid, y compris quand il y a des aléas climatiques, ils ont le même revenu qui est assuré toute l'année. Et eux, en échange, ils vont pouvoir alimenter chaque mois environ 40 ou 50 familles, quoi. Donc ça, c'est un système qui marche vraiment très bien si on accepte effectivement de ne pas choisir chaque semaine les produits qu'on va manger et qu'on accepte de produire ce que la Terre aura bien voulu nous donner à ce moment-là. Donc c'est un système qui peut marcher, qui peut être mis en place, mais les gens sont extrêmement frileux à s'engager parce qu'ils veulent choisir, parce qu'ils ne veulent pas avoir des paniers qui font que 3 kilos. Nous, on se rend compte sur le long terme. Moi, ça fait 11 ans que je fais partie de cette association. C'est vrai que je ne me vois pas consommer autrement. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir justement cet échange avec le producteur. Et au final, on se rend compte que sur l'année, on s'y retrouve complètement. Donc effectivement, il y a des moments où on va compléter parce que les paniers sont moins remplis. Donc on va aller voir d'autres producteurs qui auront réussi à produire autre chose à cette période-là. Mais en tout cas, c'est des systèmes qui marchent, mais qui ne sont pas encore suffisamment mis en place. Merci Vanessa. Oui, Jean-Marie Faustin. Je comprends bien la nécessité d'attendre une politique à l'échelle de la Calédonie, etc. Mais si notre programme a été retenu par l'Europe, maintenant je vais présenter un peu les attentes de l'Europe, c'est que l'Europe a laissé de côté l'agriculture familiale. Et dans le contexte de la mondialisation, elle est face à des difficultés auxquelles elle cherche des solutions. Je donne une information pour que vous compreniez bien la signification de ces programmes européens. L'Europe vous propose d'avoir 3 partenaires et une expérimentation sur un terrain qui va profiter à l'Europe. Ça veut dire que l'Europe veut s'inspirer des modèles qui se font ailleurs. Or, nous sommes dans une région de cyclones. Pourquoi je fais travailler les étudiants dans les squats? Je leur dis, quand on n'a pas suffisamment de moyens et quand on est dans le contexte de la Calédonie, on peut construire on peut avoir des constructions anticycloniques. Mais quand on ne les a pas, on a les squats et on récupère son habitat moins de 72 heures après le passage du cyclone. Et on est réinstallé. Mais c'est pourquoi nous avons choisi, dans les 4 pays sur lesquels nous travaillons, les espaces périurbains. Et une des propositions que nous faisons par rapport à ça, d'abord, premièrement, les adultes ont déjà pris des habitudes alimentaires, il ne faut pas les changer. C'est d'abord de ne pas séparer agriculture, alimentation et santé. Or, ce dispositif intégré, on peut l'appliquer d'abord dans les écoles avec un système d'internat, etc. Et les enfants aujourd'hui accompagnent le changement climatique et la protection de l'environnement. Mais avec Gabi, on a déjà des partenariats en cours pour voir comment intégrer et faire évoluer le régime de consommation à l'intérieur des établissements scolaires, parce que c'est la jeunesse de demain, le futur de demain. Nous sommes déjà hors jeu. Ça ne nous concerne pas. Nous allons vouloir conserver nos luxes, etc. Alors que les jeunes sont conscients et sensibles au changement climatique. Et donc, on a proposé des circuits intégrés et des partenariats avec des établissements scolaires, les établissements avec internat. Au Vanuatu, parce que le master a d'abord commencé au Vanuatu et nous avons travaillé pendant 2 ans avec les Vanuatais sur l'importance de l'agriculture intra- et périurbaine. Au Vanuatu, on s'est rendu compte que le lycée Montmartre, qui a un internat, produit 80% de ce qui est consommé au sein de l'établissement. Ce modèle, on va, au moment du démarrage du projet, monter avec le rectorat, le vice-rectorat, des partenariats pour instituer des jardins potagers à l'intérieur des écoles et ensuite transformer et remettre l'activité agricole comme travail manuel d'une demi-journée par semaine, et ça évitera que les jardins périurbains soient l'affaire de retraités ou bien d'une certaine catégorie de la population.
c'est ça qui a été apprécié dans le programme que l'Europe a validé pour nous. Mais au moment où on le proposait, beaucoup de collègues disaient non, l'agriculture n'est pas au sommet. Donc ça, c'est le programme européen que nous conduisons avec 4 équipes australiennes, 8 équipes du Pacifique insulaire, Salomon, les îles Salomon, Vanuatu, Fidji et Nouvelle-Calédonie. Et nous allons aussi faire le partenariat avec les 3 provinces. C'est pourquoi nous commençons un travail exploratoire sur le Grand Nouméa. Et en même temps, nous avons 2 étudiantes qui travaillent en tribu. Et on va présenter ces premiers résultats et demander maintenant aux partenaires, en concevant votre politique, voilà la dimension opérationnelle qu'apporte la recherche sur les 4 années de son programme. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci beaucoup. On va être obligé de clôturer. Il est 20h30. Merci d'être resté aussi tard. Alors juste, je voulais vous informer, si vous souhaitez continuer à échanger donc, sur les thématiques de nos ciné-débats, nous avons créé sur notre page Facebook Empreinte LC un groupe qui s'appelle Empreinte positive pour la Nouvelle-Calédonie. C'est un groupe libre, personne l'anime, mais vous pouvez échanger entre vous, voilà, des témoignages, des expériences, des idées. N'hésitez pas. Et puis on vous retrouvera donc. Alors je vous rappelle que cette soirée sera diffusée le samedi 8 août à 14h sur Calédonia. Et nous, on se retrouve le jeudi 27 août pour le prochain ciné-débat sur la transition énergétique calédonienne. Voilà, donc à 18h dans cet amphithéâtre. N'hésitez pas à revenir. Il y a un ciné-débat sur une thématique différente tous les mois. Donc vraiment un grand merci pour votre participation, un grand merci aux étudiants effectivement qui ont été très actifs ce soir, à toutes les associations, à toutes les personnes qui ont pris la parole et qui sont restées tard. Et merci, bien sûr, un grand merci à tous les intervenants qui étaient avec nous ce soir. Très bonne soirée.